Donc bonjour à tous tout d'abord, hein, puis merci d'être présents, hein, de votre présence ici à l'hôtel de région de Toulouse, hein, d'Occitanie, et qui nous accueille donc aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer les personnes qui nous regardent en streaming. Alors, j'ai les caméras juste en face, hein, puisque vous savez que, vous savez peut-être pas, hein, en tout cas que cette cérémonie est retransmise en streaming sur le site du CARIF OREF. Et d'ailleurs, j'invite, si vous avez éventuellement de la famille, pour certains, pour des collègues, pour d'autres, ben, de leur dire s'ils veulent assister en direct avec nous, eh bien, de faire tout simplement, c'est le site du CARIF OREF, www.cariforefoccitanie.fr. Et puis là, bon, ils ont un accès facile et puis ils peuvent nous voir pendant les 2 heures de cette cérémonie. Alors, nous fêtons cette année le 20e anniversaire de la VAE, de la création de la VAE. Donc, c'est l'occasion de regarder et d'échanger sur finalement ce parcours, ce travail qui a été fait pendant 20 ans, hein, qui a appris beaucoup de choses à tous les intervenants, bien sûr, qui ont participé, et ils sont nombreux. On parlera également de l'avenir, puisqu'il y a du changement, hein, dans la victoire des acquis de l'expérience. Il y a du changement, donc des expériences qui ont abouti maintenant à des modifications qui font partie de l'actualité, puisque la loi, elle vient d'être votée, là, juste ce mois-ci. Donc on en parlera, on essaiera de découvrir un peu les modifications et les éléments qui vont la plupart du temps être bien sûr plus efficaces, hein, que jusqu'à présent. Enfin, le but, c'était bien sûr de remplacer tous les éléments qui pouvaient être modifiés. Voilà. Alors, avant, donc, je voulais vous parler d'une tradition que nous avons. Alors, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, une tradition que nous avons en Occitanie, hein, qui est de saluer le travail de toutes ces personnes qui sont rentrées dans ce parcours de VAE, pas toujours facile, et qui ont réussi à obtenir une certification. Alors, cette tradition, ça consiste à remettre un trophée, hein, que vous voyez déjà, ils sont déjà en place ici, hein, et c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis, en tout cas en Occitanie, depuis pas mal d'années, on va dire. Voilà, donc nous aurons l'occasion également de féliciter ces lauréats. Voilà, alors avant l'ouverture officielle, hein, je vous propose, parce qu'on s'est posé la question finalement comment introduire cette notion de VAE, et puis on s'est dit que finalement, avec toute l'équipe, que la meilleure façon d'en parler peut-être et de l'introduire, c'était tout simplement de leur poser la question et de les laisser parler eux. Et donc on est allé du côté de Limoux pour justement faire un petit reportage, donc une petite vidéo sur une personne qui a suivi ce parcours. Je crois que c'est une bonne introduction qu'on regarde tout de suite. Souvent, c'est une personne que je vais depuis des années, qui a 78 ans, qui n'a pas de pathologie, mais elle adore qu'on s'occupe d'elle. Je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup. Après, je sais faire la part des choses, hein. Je m'attache, mais après, je ne mélange pas ma vie privée et mon travail. C'est vrai, je travaille seule, mais j'ai mes responsables toujours au téléphone. Je peux les joindre n'importe quelle heure. Dans ce métier-là, il faut être bien entouré, parce que voilà, tous les jours, c'est différent et on peut tomber sur des gens qui ne sont pas forcément gentils. Bon, mais c'est très bien ça. Vous voulez venir avec moi pour préparer le repas? On va à la cuisine? Alors, c'est suite à un entretien qu'on fait une fois par an. On m'a proposé de la VAE. Ça a été décidé par la communauté des communes avec l'espace conseil. J'ai accepté parce que pour moi, c'est très important d'évoluer dans mon métier. J'ai été vite en contact avec le CNNPT de Narbonne, qui m'a envoyé de suite les dates de formation pour qu'on puisse s'organiser par rapport à mon travail. Pensez à bien prendre vos médicaments pour midi. Il y a 3 modules. Il y a la petite enfance, il y a
le quotidien, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au quotidien auprès des personnes âgées, l'entretien, et il y a aussi tout ce qui est toilette. Serviette, c'est pour les cheveux, hein, c'est pour le haut uniquement. Alors, un petit peu stressée au départ, mais très bien entourée, donc c'est très bien passé. J'étais fière de moi. Par rapport à mon métier, j'ai eu une augmentation de salaire. Je suis beaucoup plus considérée. Et du fait d'avoir eu cet examen, je fais beaucoup plus d'accompagnement à la personne que de ménage, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Jeanne, on va au salon? Je vous accompagne, je suis derrière vous, n'ayez pas peur. Voilà un petit reportage donc qui a été réalisé entre Carcassonne et Limoux avec Marie Bauder qui a accepté donc de jouer de jouer le jeu et puis finalement de nous laisser regarder son travail et qui illustre parfaitement ce que signifie la VAE. Alors pour préciser quand même qu'elle a passé un titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Voilà, alors maintenant on arrive à l'entrée officielle, hein, le début officiel de cette cérémonie. Je vais donc appeler les acteurs majeurs, en tout cas leurs représentants majeurs. On va commencer tout de suite par Marie Castro. Voilà, rejoignez le pupitre, qui est vice-présidente chargée de la formation région Occitanie. C'est à vous. Merci de me donner la parole. Donc, monsieur le directeur adjoint de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, monsieur Bastien Espinassous, monsieur Nicolas Madiot, représentant des recteurs, mesdames, messieurs les lauréats, messieurs et madame les membres du Pôle emploi, de l'AFPA, du CARIFOREF, mesdames, messieurs les représentants des tables rondes et tous les partenaires présents. Je ne peux pas les citer, sinon mon discours serait trop long. En tout cas, je peux vous assurer de mon salut franc et sincère. Donc, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à l'hôtel de région, voilà, pour cet heureux événement des 20 ans de la validation des acquis de l'expérience. Et je remercie au passage tous les organisateurs de cette belle manifestation. Donc, la VAE, c'est un dispositif que je connais bien, pour l'avoir pratiqué personnellement, et du coup, ça m'a valu d'accompagner plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont demandé et j'ai bien volontiers accepté, puisque la VAE, vous le savez, c'est tous les niveaux de formation et de diplôme. Donc c'est la loi 2002 qui fut une véritable révolution dans le monde du travail, car on considérait à l'époque que la compétence relevait principalement de la formation. On dit souvent que le diplôme fait légion ou ne fait pas légion. Ça a changé les choses. La VAE qui prenait la suite de la validation des acquis professionnels, donc a su mettre l'expérience à sa juste place au centre des parcours individuels et au service des besoins des entreprises. Cette loi de modernisation sociale confia alors aux régions l'information des publics sur le dispositif de la VAE. Puis, la compétence s'est élargie et les lois successives ont permis aux régions de développer les actions de promotion de la VAE et de contribuer au financement de projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l'accès à cette validation. Avec un budget annuel de 1 625 208 € consacré à la VAE, l'Occitanie figure au premier rang des régions dans le soutien au dispositif qu'est la VAE. C'est un effort significatif et un engagement important pour accompagner tous les publics dans leur parcours vers l'obtention d'un titre professionnel ou d'un diplôme qui facilitera leur insertion et leur progression dans le monde du travail. L'intervention de la région Occitanie couvre, et de toutes les régions d'ailleurs, couvre un large éventail d'actions et on peut citer en premier lieu l'organisation sur le territoire régional des réseaux espaces conseil VAE, que vous avez dû fréquenter, qui garantissent l'accès à une information de qualité adaptée aux situations les plus diverses. En 2021, plus de 13 000 personnes ont ainsi bénéficié d'entretiens conseils via l'un des 68 points d'accueil de la région Occitanie. C'est aussi de l'information pour les bénévoles, les élus locaux et les syndicalistes dans le cadre de la VAE militante. L'objectif est donc d'informer et de soutenir des militants associatifs, syndicalistes, élus locaux via un centre d'accompagnement à la VAE militante.
En troisième point, une information et un accompagnement à la VAE pour les personnes détenues. Il s'agit là d'informer et d'accompagner les détenus via les dispositifs de la VAE pour agir directement, vous vous en doutez, sur les conditions de réinsertion de ces personnes. Et enfin, un financement de l'accompagnement à la VAE vers les titres professionnels du ministère du Travail. Donc, permettre à un employeur de financer les qualifications qui lui sont utiles tout en contribuant au développement des compétences de ses salariés est un défi que nous devons relever en collaboration avec les acteurs économiques et notamment celui des OPCO, avec qui nous travaillons déjà très étroitement. Au-delà et en complément de ces actions, la région assure également la coordination des actions de sensibilisation et de promotion de la VAE. Sont ainsi organisées depuis 2011 des manifestations à Montpellier et à Toulouse visant à informer les publics sur ce dispositif et à rassembler les acteurs impliqués dans le déploiement de la VAE. Depuis 2021, le format a évolué avec un plan de développement de la VAE s'appuyant sur la dynamique collective, le portage des actions partagées et un budget cofinancé. Le plan d'action 2022 est donc l'occasion de célébrer les 20 ans de cette VAE en organisant plusieurs actions. Des actions à destination des institutionnels, des pouvoirs publics, des acteurs de la VAE comme l'événement qui nous réunit aujourd'hui, des actions à destination des publics comme la participation au Salon TAF à Montpellier, à Toulouse et dans tous les autres départements de la région. Et en 2021, plus de 300 personnes ont ainsi demandé des informations sur la VAE, donc dans ces salons TAF de Toulouse et de Montpellier, sur le stand mutualisé des financeurs et des espaces conseils en VAE. Et près de 30 trophées ont été remis aux lauréats pour en témoigner. Pour déployer ce plan d'action, la région mobilise un budget de 10 000 € par an. La VAE s'inscrit donc comme un outil de promotion sociale, mais elle reste encore trop peu utilisée, vous le savez certainement, et le parcours des candidats s'avère quelquefois complexe. Aujourd'hui, nous faisons tous le constat qu'elle devrait évoluer vers plus de simplification et de modernisation afin d'assurer la plus grande sécurisation des parcours. C'est notamment l'esprit des expérimentations en cours, qui s'appelle REVA, pour lesquelles l'Occitanie fut une région pilote. Pour donner au dispositif une nouvelle envergure, la VAE est et sera désormais un service public inscrit dans le cadre du Code du travail qui nourrit l'ambition d'élargir le nombre de lauréats, de simplifier les parcours et de permettre à tous les candidats de bénéficier d'un accompagnement, ce qui n'est pas toujours le cas. En conclusion, la région Occitanie, partenaire de la VAE depuis 2002, entend rester un acteur majeur dans ce dispositif qui contribue à qualifier les professionnels et à toujours mieux adapter les compétences aux besoins économiques locaux. Je vous remercie de votre attention. Voilà, après, eh bien, nous allons appeler Nicolas Madiou, qui est DRAFPICA. Le nom est un peu long, hein. Donc, qui représente Monsieur Mostafa Fourard, qui est le recteur de l'Académie, tout simplement, de Toulouse. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Régional adjoint. Donc, merci pour cette invitation et cette participation. Donc, c'est au nom de Monsieur Mostafa Fourard, recteur de l'Académie de Toulouse, mais également au nom de Sophie Béjean, la rectrice de l'Académie de Toulouse, que j'ai l'honneur d'être devant vous aujourd'hui. Donc, je salue tous nos partenaires ici présents et puis tous les lauréats pour ce beau parcours qui sera récompensé. Très heureux d'être à ces temps de manifestation. Je pense, vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, on a besoin aussi de mettre en valeur ce qui a déjà 20 ans. C'est beaucoup, mais quand on pense à nos 20 ans, en fait, on a fait encore beaucoup de choses derrière. Vous avez évoqué qu'il y a beaucoup de chemins qui vont peut-être faire évoluer ces modalités qui, depuis le début de la jeunesse, c'est aussi mes premiers pas professionnels où j'ai côtoyé la VAE, a connu beaucoup d'évolutions vers une volonté collective de simplification parce que la VAE permet de mettre en valeur des débuts de parcours dans un milieu parfois plus isolé. Et donc, on sait, les délais qui étaient dans les premiers temps ont toujours été un peu rédhibitoires dans les parcours où il est difficile pour les bénéficiaires de allonger
leur expérience. Il faut beaucoup de professionnels, presque de la maïeutique, pour accompagner tout cela. Donc l'éducation nationale, nous sommes heureux et il est important que nous sommes ici présents parce que c'est aussi montrer à tous nos partenaires que c'est parce qu'on est rentré en maternelle que pour plus tard, l'éducation nationale ne sera pas à vos côtés parce que nos diplômes comptent dans l'environnement, mais aussi parce que on est acteur de ce dispositif qui connaît bien ses mutations. Donc 20 ans, nous avons pu accompagner sur l'ensemble de la région académique 25 000 personnes avec des secteurs d'activité forts et je pense que c'est un outil essentiel pour notre région dans le cadre de l'accompagnement aux évolutions du milieu socio-économique que nous connaissons. Je pense qu'on a à accompagner, à faire valoir auprès des entreprises que leurs collaborateurs ou futurs collaborateurs peuvent bénéficier de ce dispositif. Nous sommes dans un pays qui est très marqué par l'adéquation entre la nécessité d'avoir un diplôme et une insertion professionnelle, c'est très très fort. Tant mieux, parce que c'est aussi une volonté politique globale de qualifier et d'élever le niveau de qualification. Et donc, il est essentiel que cette démarche vienne composer un panel plus important de la formation tout au long de la vie, avec des reprises de parcours, avec la reconversion. Et donc, l'AVE est pour nous tous une modalité supplémentaire qui peut venir dans les territoires, réduire les inégalités, faciliter l'insertion. Le témoignage que nous avons montre bien que grâce à cette démarche, qui n'est pas forcément simple, la personne a pu aussi améliorer son quotidien. Elle a été valorisée dans ses acquis, dans ses activités, et elle ne le sait même pas peut-être à un moment donné dans le début de sa démarche qu'elle faisait quelque chose qui correspondait à un référentiel. Et donc c'est toute la magie d'une rencontre entre vous, professionnels, et vous, candidats à l'AVE. Donc c'est un dispositif qui connaît ses mutations, qu'on connaîtra d'autres, et je qualifierais ce dispositif comme quelque chose de fort dans sa proximité, de fort dans l'ensemble du réseau que nous avons. Et lorsqu'on voit la grande disparité de notre région académique, eh bien, heureux que nous puissions être sur les territoires présents pour accueillir une demande, pour expertiser une idée. Et je le dirais, dans les innovations, il y en a une qui est un peu récente et sur laquelle on pourrait placer, je pense, beaucoup d'espoir sur non pas la classe inversée, qui est un petit concept d'éducation nationale, mais je dirais la VAE inversée. Pensons-y aussi dans nos dispositifs pour les entreprises peuvent participer justement à l'acquisition de blocs pour aller vers l'ensemble du diplôme. Donc, 20 ans aujourd'hui, c'est finalement très peu et c'est très encourageant parce que le réseau est consolidé. Beaucoup de candidats, il y a des domaines d'activité dans lesquels l'ancienneté sociale notamment, on pourrait œuvrer davantage, je pense, pour accompagner les salariés en poste, pour sécuriser des parcours, pour améliorer certaines situations. Donc, 20 ans, mais avec beaucoup de choses encore devant lui à faire, ce petit bonhomme. Donc, accompagnons-le ensemble. Comptez sur l'Éducation nationale à vos côtés, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur régional. Et donc, heureux de voir ces temps forts pour qu'on ne l'oublie pas. Merci. Voilà, et puis troisième acteur majeur, l'État, donc avec Monsieur Bastien Espinassous, qui est directeur adjoint, responsable du pôle entreprise, emploi, économie de la DRETS Occitanie. Merci, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs. Je suis ravi d'être ici ce soir parce qu'on parle d'un dispositif qui, dans un pays, et Nicolas le rappelait, où le diplôme est un enjeu fort, la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, c'est la preuve que les choses ne sont pas figées. C'est la preuve que le diplôme que l'on peut avoir ou ne pas avoir en sortant de l'institution scolaire ne vous définit pas. Au contraire, vous pouvez valoriser via ce dispositif votre expérience professionnelle et bientôt une expérience plus large qui, pour acquérir un diplôme, un titre professionnel, une certification qui va vous permettre de progresser dans votre parcours de vie, dans votre carrière. Donc, c'est un beau dispositif. D'autant plus que beaucoup de faits sont penchés sur son berceau. On y reviendra, le conseil régional, les conseils régionaux y participent, l'éducation nationale également, mais plus largement,
toute une série d'acteurs qui sont représentés ici ce soir et que je remercie pour leur participation et pour leur participation à l'organisation de ces 20 ans, de cette cérémonie des 20 ans de la VAE. 20 ans, effectivement, Nicolas le disait, c'est déjà un beau parcours. Il y a 20 ans, avec la loi de modernisation sociale en 2002, la VAE est montée dans un train et elle a fait son petit parcours jusqu'à nous. Elle a changé de train il y a peu de temps. Il y a presque un an, elle est montée dans un train un petit peu plus rapide, elle est montée dans un intercité via une expérimentation qui porte le beau nom de REVA, qui visait justement fort des constats, des complexités rattachées à son déploiement, à sa mise en œuvre par ses bénéficiaires, à simplifier le dispositif. Et puis là, c'est tout récent. La loi a été votée définitivement le 17 novembre. La VAE vient de rentrer dans un TGV. Nous accélérons avec un objectif fort qui a été fixé par le gouvernement, passer de 30 000 VAE par an à 100 000 en 2027. Nous comptons sur l'ensemble des acteurs qui sont réunis aujourd'hui pour réussir ce beau projet en Occitanie. Pour tous les lauréats qui sont là aujourd'hui, pour être les ambassadeurs de ce beau dispositif. Merci à tous, bonne cérémonie. Donc, il s'agit effectivement d'un objet qui a été conçu spécialement pour ces VAE, avec donc un monsieur qui fait ça. Je crois qu'on en parlera un peu plus tard d'ailleurs, de la personne qui nous a fait ça, et qui est très, très élégant, hein. Et qui du coup a été fait par une personne aussi qui a passé sa VAE, hein, plusieurs VAE. Donc vous voyez, c'était assez important. Et donc on a un objet qui est très joli, hein, pas de souci. Hein. Tout à fait. VAE qui sont d'ailleurs imbriqués. Voilà. Alors je ne sais pas si le groupe qui doit passer. Oh, ben, ils sont tous là, parfait. Parfait, parfait. Allez, je vous rejoins. Voilà une personne que l'on connaît, on l'a déjà vue. Je l'ai vue à la télé. Voilà, alors je vous annonce à chaque fois. Hein. Marie Bauder, allez-y. Michel Lannes. Voilà, je suis là ce soir présente parce que je suis assistante familiale. Ça fait 27 ans que je travaille. J'ai travaillé avec des agréments qui étaient renouvelés tous les 5 ans. Et j'ai pris ma retraite il y a plus de 11 ans, donc je suis en cumul emploi-retraite. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé donc de faire la VAE et de me présenter au diplôme. Bon, eh ben, je l'ai obtenu, je l'ai passé donc à Montpellier il y a peu de temps. Et voilà, alors je suis toute fière. Et c'est pour mon expérience personnelle, parce que moi, l'avenir maintenant, il n'y en a plus à cet âge-là. Hein. Donc, on m'a bien fait remarquer qu'en plus, les assistantes familiales prenaient donc la retraite à 67 ans. Je ne peux plus travailler avec le public puisque je travaille avec l'ASE 31, l'ASE 32, l'ASE 47. Je continue à travailler, mais avec un associatif puisque c'est privé. Voilà. Voilà mon expérience. Merci de votre témoignage. Alors, Adeline Chaubet, allez-y. Licence professionnelle génomique et pour l'amélioration des plantes. Grande diversité. Sarah Gandarias. J'ai passé une licence en biologie. Nicolas Ripoche. Alors moi, j'ai passé un BTS aéronautique. Ah, bravo. Et qui a même porté en Occitanie, bravo.
Élodie Siffre. Donc moi, j'ai passé le diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale. Voilà. Marie-Isabelle Pelletier. BTS GPM, gestion de la petite et moyenne entreprise. Audrey Marchizet. Qu'avez-vous? Alors moi, bonsoir, j'ai passé une licence paye et sociale. Bravo. Jean-Baptiste Plantal. Diplôme d'aide-soignant. Coralie Lacombe. Bonjour, donc moi j'ai le CAF Ruiz, voilà, certificat d'attitude aux fonctions de responsable unité d'intervention sociale dans le médico-social. Pascal Bourri. Bonsoir, j'ai eu le plaisir d'obtenir une licence professionnelle en commerce et distribution. Élodie Mam. Alors moi j'ai passé le DAES et le bac pro SSP. Bravo. Fanny Feuillade. BTS esthétique, cosmétique, parfumerie, option management. Jamila Garbi. Alors j'ai obtenu le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Voilà, je crois que c'est la dernière donc lauréate. Alors, on va vous proposer de venir prendre une photo tous ensemble. Donc voilà, donc, reprenez votre place. Voilà, donc c'était la première remise, hein, nous en aurons deux autres tout à l'heure. On va maintenant appeler la première table ronde, puisque nous allons échanger justement sur ce parcours d'une vingtaine d'années maintenant et de voir du coup comment ça s'est passé. Alors, je vais appeler les personnes donc, qui vont répondre à mes questions et à vos questions peut-être aussi. Donc, Norbert Jaouen. Voilà, bonjour. Alors, je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Hein. Ensuite, donc, Marie Galbet-Delors. Je vais donner tous les noms en mesure, alors je donnerai un petit peu, bien sûr, les fonctions par la suite. Hein. Gauthier Debril. Et puis, Freddy Leno. Voilà, on est presque au complet. Voilà, alors on va aborder justement cette première partie hein, qui consiste un peu à faire ce point sur finalement ces 20 ans hein, qui sont passés peut-être vite pour certains, en tout cas ces 20 ans de VAE, où on en est, quelles ont été les expériences et puis les enseignements qui en ont été tirés. Alors on va commencer peut-être par vous, Norbert Jaouen. Alors un micro, oui, il est là-bas le micro. Alors on va les faire passer. Il y en a deux, donc on peut laisser un autre à disposition quelque part. Hein, voilà, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à prendre un de ces micros. Alors on commence par vous. Vous avez été dans les fondateurs de cette VAE.
quelque sorte, oui. Hein, donc, il y a maintenant une vingtaine d'années, du coup. Hein. Bien, depuis 92 par la VAP déjà, et depuis Ah oui, 2002 forcément. sur la VAE, bien sûr. Alors, nous sommes là aujourd'hui. Quelle était en fait à la base l'intention de pourquoi l'avoir conçue? Eh bien, la loi de 2002 a été une véritable, comme ça a été dit par Mme Castro, M. Madio, une véritable rupture dans le paysage de la formation professionnelle. Pour la première raison, pour le premier point de rupture, c'est que dans une société occidentale comme la France, on considère, comme l'a dit Mme Castro, que la compétence est avant tout, voire exclusivement, le résultat de la formation. La loi de 2002 a aboli ce principe en affirmant que tous les acquis qui soient le résultat d'apprentissage formel, non formel ou informel ont une valeur et qu'il faut en tenir compte. Ce qui veut dire deux choses, ça veut dire que la voie de la formation n'est pas la seule voie d'accès à la certification professionnelle, et ça veut dire aussi qu'on peut obtenir un diplôme et plus largement une certification professionnelle sans passer par la case de formation. Le deuxième point de rupture, c'est que la VAE a dissocié le processus d'apprentissage du processus d'évaluation des compétences. Ça a percuté le système d'évaluation des compétences en France, puisque la VAE ne fait pas du processus d'apprentissage un préalable au processus d'évaluation. Dans un processus de validation des acquis de formation, le candidat est soumis des épreuves d'examen organisées par le certificateur. Il doit apporter la preuve au cours de ces épreuves que le processus d'apprentissage qui lui a été proposé lui a permis d'obtenir les compétences exigées pour l'obtention du diplôme. À l'opposé, en VAE, c'est le candidat qui élabore ce qui sera le support d'évaluation du jury, son dossier de validation, et il appartient au jury de détecter dans la description fine que le candidat a fait des activités, les compétences qu'il y retrouve, et de voir qu'il y décèle, et de voir s'elles correspondent aux exigences du diplôme. On voit que dans le premier cas, la présomption de compétence existe, puisqu'il est légitime de penser que le processus d'apprentissage qui a été proposé a permis de développer les compétences attendues. On voit aussi très nettement que dans la deuxième hypothèse VAE, la présomption de compétence est beaucoup plus prégnante, puisque les candidats font valoir 5, 10, 15, 20 ans d'activité au titre desquels ils ont été rémunérés, ce qui veut dire que l'expertise est là. Donc voilà un peu les deux points de rupture. Depuis, nous avons développé de l'expertise sur ce champ, bien sûr, en 20 ans. Nous avons pris des dispositions réglementaires. Par exemple, en 2016, le ministère de l'Éducation nationale a pris des décrets pour permettre l'acquisition par bloc de compétences des diplômes de l'Éducation nationale, que ce soit par la voie de la formation ou par la voie de la VAE. Est-ce que ça veut dire, je vous coupe juste, est-ce que ça veut dire aussi que du coup, parce que pour pouvoir faire correspondre, on va dire, un diplôme et puis finalement l'expérience, on parle maintenant de blocs de compétences, même de compétences, alors qu'avant on avait cette impression qu'un diplôme c'était des matières. Donc ça voulait dire qu'il y a eu aussi une évolution en parallèle. Est-ce que la VAE y a contribué finalement à cette approche? Ce regard-là, bien sûr, puisque on ne parle plus on ne fait pas de contrôle de connaissances, il ne s'agit pas d'acquis disciplinaires, mais effectivement d'une approche compétence, bien évidemment. Et on le voit aussi, mais je n'aurai pas le temps de développer, on voit que ça infuse dans le milieu de l'éducation nationale, puisque les enseignants et je dirais que ça je pourrais développer, qui s'occupent d'enfants en situation de handicap doivent être titulaires du CAPI, du certificat d'activité professionnelle à l'école inclusive. Évidemment, le ministère a mis en place une formation, mais effectivement, le directeur général des services m'a fait venir en disant mais tous ces gens-là ont déjà une expérience, ils le font et bénévolement. Donc, nous avons mis en place une VAE pour les enseignants pour obtenir ce certificat. Par ailleurs, nous avons eu le souci également de nous adresser à d'autres publics qui ne sont pas tout à fait des publics invisibles, mais qui ne viendraient pas spontanément vers nous. Or, ces publics que je vais citer ont en commun d'exercer des activités professionnelles et ce faisant de développer des compétences. Il nous appartient, dans notre mission de service public de l'éducation nationale, d'aller vers ces personnes pour faire reconnaître et valider ces compétences. Je pense à 3 publics qui font partie de notre plan national de développement 2022-2025. Les personnes en situation de handicap, en ESAT ou hors ESAT, les migrants et les détenus.
Et j'ajoute une quatrième qui fera l'objet d'une expérimentation à partir du mois de décembre prochain dans l'Académie de Créteil. J'ai été contacté par des proviseurs qui me disent « Nous avons un certain nombre d'élèves qui ont quitté le lycée ou le CFA et n'ont pas obtenu leur bac professionnel, par exemple, et ils sont en activité aujourd'hui. Nous avons leurs coordonnées, nous pouvons les rencontrer. C'est ce que nous allons faire en décembre. Et cette expérimentation menée dans l'Académie de Créteil sera évoluée, bien évidemment, et aura vocation à se développer sur l'ensemble du territoire. Alors, sur les 20 ans, donc ça fait quand même un bon moment maintenant que la VAE est en place, j'imagine que vous avez rencontré au tout début des difficultés, parce que la VAE, elle s'appuie aussi quand même sur l'employeur, c'est-à-dire sur l'entreprise. Est-ce que c'est passé assez facilement, cette notion-là? Est-ce que voilà, le concept est rentré dans la tête? Ça a mis peut-être un petit peu de temps. C'est jamais passé facilement auprès de quiconque, en fait. Il a fallu faire un travail de pédagogie. Tout le monde a entendu qu'on bradait les diplômes. Tout le monde a entendu que si l'entreprise facilitait l'acquisition d'un diplôme, elle perdrait son salarié ou il demanderait une augmentation de salaire. Il a fallu tout un temps de pédagogie pour comprendre que la VAE était un ticket gagnant-gagnant. On en parlera à la prochaine table ronde, évidemment, dans les projets collectifs que nous mettons en œuvre avec les entreprises. Et puis, pour l'avenir, nous sommes engagés dans le processus REVA, que Olivier Gérard développera tout à l'heure. Et puis, il y a déjà ce cadre législatif qui, pour ma part, je trouve très prometteur pour un développement significatif de la VAE. Quels sont les grands moments, on va dire, de positifs que vous avez, puisque sur 20 ans, j'imagine qu'il y a eu des moments qui étaient quand même un peu plus tendus, puis d'autres, finalement, des grandes satisfactions. Vous avez le souvenir de moments où vous avez eu l'impression vraiment d'avoir marqué un pas? J'en ai plusieurs beaux souvenirs comme ça, mais je parlais de la FNAC. Il y a bien plus de 10 ans, plan social, il faut changer de métier. Qu'est-ce qu'on propose, comment on fait? Et là, on se dit qu'effectivement, la VAE est un outil de dialogue social, puisque pour inviter les salariés de la FNAC qui ne pouvaient plus vendre de livres et de disques, il fallait d'abord commencer par valider leurs compétences pour qu'ils puissent accepter l'idée de changer de métier. Et là, on a fait des promotions. On a eu, je ne sais pas, 2000 salariés de la FNAC qui ont changé de métier avec bonheur, parce que l'entreprise aussi a su reconnaître et valider les compétences acquises sur le tas, pour certains qui n'avaient aucun diplôme. Merci Norbert Joen. Alors on va vous retrouver tout à l'heure sur la troisième table. Donc alors, vous êtes expert VAE du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je ne l'ai pas précisé au tout début. On va maintenant se tourner vers Marie Galbet-Delors, qui est chargée de mission en VAE, direction de la formation et des parcours professionnels, bien sûr, la région Occitanie. Alors, la région a un rôle aussi important dans la mise en place justement de cette VAE. Et tout d'abord, voilà, on en a parlé, quelques réticences, mais aussi peut-être de la méconnaissance de la part de certaines personnes. Donc, il y a eu tout un travail d'information, c'est ça qui a été mené par la région. Tout à fait. Effectivement, on dit que la VAE est un dispositif mal connu des publics, bien qu'il soit intéressant et pertinent. Peu de publics en fait vont jusqu'au bout de la démarche. Donc, il nous a semblé, puis la loi nous y autorisait, à financer et à mettre en place, à organiser, en tout cas, des espaces conseils, formation sur tout le territoire de la région. Donc à intervenir au niveau sur le champ de l'information, en sachant qu'un premier enjeu était l'accès à la qualification, qui est un gage d'insertion professionnelle et d'évolution professionnelle. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Mais la mise en place et l'organisation des espaces conseils VAE, on va me dire, mais comment ça marche? Madame Castro l'a évoqué tout à l'heure sur un certain nombre d'actions. Bon, je vais intervenir de façon très pragmatique. On pourrait très bien nous rétorquer, c'est quoi ce machin sur le territoire? En fait, tout d'abord, ce sont des conseillers VAE qui interviennent, qui sont là sur tous les départements, qui répondent à tous les publics sur ce qu'est la VAE, quelle est la démarche, comment il faut s'organiser, qui finance. Pourquoi on fait une VAE? On l'a vu à travers la vidéo tout à l'heure ou à travers les témoignages de quelques lauréats. On peut faire une VAE pour changer d'emploi, pour obtenir un meilleur salaire,
pour gagner en légitimité, en reconnaissance. C'est surtout la reconnaissance d'ailleurs qui est majeure. Hein, qui est majeure pour tout le monde, tout à fait. Donc, l'espace conseil VAE, il va donner dans un premier temps une information de base. Il va créer aussi un climat de confiance et ensuite il a une deuxième mission qui est au niveau le conseil, information, conseil, entretien conseil avec ces personnes qui veulent aller au bout de la démarche. Et donc là, ils vont travailler avec la personne sur identifier quelle est l'expérience qui peut être valorisée et surtout, je dirais, c'est dans ce cas-là, je dirais, la démarche est intéressante quand les personnes ont une expérience mais ne savent pas trop quel diplôme elles vont présenter. Donc l'espace conseil va présenter un éventail de diplômes, de certifications possibles. J'ai un exemple, quelqu'un qui a travaillé l'aide à la personne peut très bien présenter un titre professionnel du ministère du Travail, un diplôme d'État, une mention complémentaire. Donc en tout cas, le rôle de l'espace conseil là va être de présenter le panel des possibles, en sachant bien entendu que c'est le certificateur in fine qui va valider ou pas ce choix-là. À titre, bon, effectivement, plus de 13 000 personnes par an, avec des diplômes très variés. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Pardon, juste pour continuer, je vais essayer. La région, donc, elle est vraiment, c'est très centré sur l'action des espaces conseils, mais elle intervient également sur d'autres types d'actions. On évoquait tout à l'heure la VAE des détenus. La VAE des détenus, effectivement, il nous a semblé important d'intervenir au plus près, en tout cas, des personnes qui pouvaient être intéressées par la VAE. Et donc, le DAVA, en l'occurrence, hein, puisqu'on travaille avec les deux DAVA, interviennent dans les centres de détention pour informer les publics, mais également pour les accompagner jusqu'au diplôme. On parlait tout à l'heure du trophée. Effectivement, c'est une personne qui était en détention, qui a passé plusieurs diplômes dans le cadre de sa détention jusqu'à obtenir le diplôme métallier d'art et qui a réalisé ces trophées. Donc, ça, c'est la VAE des détenus. Il y a également une autre action concernant les publics, je dirais, les publics bénévoles qui travaillent dans les associations, les militants, les syndicats, et les élus qui souhaitent valoriser leur expérience, parce qu'on parle souvent d'expérience professionnelle, mais les bénévoles, les syndicalistes, ce sont des expériences, je dirais, de terrain, hein, mais qui sont réellement... C'est une vraie expérience, en tous les cas. C'est une vraie expérience, donc cela peut être aussi valorisé. Et dans ce cadre-là, on travaille avec l'IRT notamment, qui informe les publics. Mais l'IRT, comme les espaces conseil VAE, ce sont des interlocuteurs qui posent les premiers jalons et qui sont, je dirais, des fils rouges tout au long alors pas tout au long du parcours, enfin, sur une bonne partie du parcours des personnes, puisqu'ensuite, il y a les accompagnateurs, et l'accompagnement et la validation. J'oublie la dernière action que l'on finance, c'est l'information et l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers les titres professionnels du ministère du Travail. En l'occurrence, on parle d'accès à la qualification, ça peut être des diplômes d'État, mais ça peut être aussi des titres professionnels du ministère du Travail. Et là, dans ces cas-là, on a 83% de réussite, 7% de réussite au diplôme, voilà, en sachant que ça concerne des publics. Alors, la VAE, c'est une démarche d'abord personnelle, mais est-ce qu'il y a également eu une information auprès des entreprises, puisqu'on a bien vu qu'il faut un peu les sensibiliser aussi, ou pas qu'ils s'y opposent, ils ne peuvent pas normalement s'y opposer directement, mais enfin, en tout cas, ils peuvent se faire sentir que ce n'est pas forcément très positif. Est-ce qu'il y a eu une démarche qui a été réalisée? Alors, ça fait partie je dirais, les premières années, on était vraiment très centré sur la VAE à titre individuel. Les personnes venaient, c'est celles qui enclenchaient la démarche. Depuis quelques années, effectivement, on se rend bien compte que pour développer la VAE, un des leviers également, c'est d'informer en tout cas d'informer les entreprises. Or, nous, région, on n'intervient pas directement en termes d'information auprès de l'entreprise. Il nous est arrivé de financer des dispositifs, mais via des OPCO, etc., pour soutenir
une VAE collective. En tout cas, j'ai envie de dire, la VAE collective, alors ce qu'on a quand on parle, nous, de VAE détenus, VAE vers les titres professionnels, on pourrait dire que ça s'apparente à une VAE collective parce qu'il y a des démarches, je dirais, d'entretien collectif, mais la VAE collective telle qu'on l'entend officiellement, c'est vraiment, il faut que ça parte de l'entreprise. Et là, on va dire, on peut soutenir, on devrait davantage soutenir. Voilà. C'est un sujet qu'on abordera justement dans la troisième table ronde. Tout à fait. Merci Marie Galbet-Delors. On va maintenant poursuivre avec donc Gauthier Debril. Alors, vous êtes référent VAE Pôle emploi Occitanie. Donc, Pôle emploi, plus simplement, référent uniquement sur Occitanie. Voilà. Alors, c'est vrai que à la base, on se dit, bon, l'expérience, c'est une histoire de personnes qui sont déjà, enfin, qui travaillent, quoi, de salariés. Et puis, c'est pas forcément immédiat qu'on pense, surtout quand on est en situation de chômage, de se dire, tiens, la VAE, c'est peut-être pour moi. Bon. Oui, alors c'est vrai qu'à Pôle emploi, on est partenaire de la VAE, notamment effectivement avec l'information centrée sur les demandeurs d'emploi. Avec, on le disait, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la VAE, elle a 20 ans, d'accord. Pour autant, c'est pas encore ça va pas de soi. C'est pas quelque chose qui vient à l'esprit spontanément, et certains découvrent la VAE justement en se renseignant sur les opportunités d'emploi, en se questionnant sur leur évolution professionnelle, et rencontrent plusieurs interlocuteurs possibles, dont les conseillers de Pôle emploi, qui, quand c'est pertinent, leur font part de l'existence du dispositif VAE et surtout de la multitude de parcours possibles et des opportunités qui se présentent à eux. Donc, c'est vrai que demandeur d'emploi, au contraire, j'allais dire, c'est le moment idéal pour se poser la question de son évolution professionnelle, dont, entre autres, la gestion de son itinéraire professionnel qui passe par la réflexion liée aux qualifications acquises et notamment en lien avec son expérience. Donc, au contraire, c'est le bon moment pour aborder ce sujet. Alors, j'avais envie justement de vous poser une question par rapport aux résultats. Est-ce que ça a vraiment de l'incidence? Est-ce que ça améliore finalement les chances d'abord de trouver un emploi? Alors, c'est une question qu'on pourrait poser globalement sur la question plus générale de l'accès à la qualification. Donc, la réponse est oui. Effectivement, on est quand même dans un système en France où culturellement, la qualification, le diplôme, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est très important pour les employeurs, mais c'est aussi très important pour les personnes. Donc, oui, la réponse est oui, il n'y a pas de question. Effectivement, le diplôme reste le Graal, quelque part, pour accéder, évoluer dans l'emploi. C'est en même temps une façon de dire, certes, sans diplôme, on peut aussi cheminer et tôt ou tard, ça sera payant. Et c'est un message très important d'espoir qui est donné à travers le dispositif de la VAE. Ça évite, on va dire, de bloquer aussi directement un CV, parce que la plupart du temps, on commence par là quand on postule. Et voilà, donc déjà, le fait d'avoir un diplôme, parce que finalement, il n'y a aucune différence. On peut tout à fait marquer sur son CV le titre que l'on a eu. On ne va pas marquer que c'est en VAE. Ça serait non, mais en même temps, il n'y a pas raison de le cacher non plus. Mais effectivement, d'un point de vue de la valeur opérationnelle, et là, je me tourne vers tous les lauréats à qui on remet un trophée aujourd'hui, effectivement, la reconnaissance du diplôme, elle est équivalente au parcours formation, bien évidemment, qu'il soit initial ou la formation continue. À partir du moment où c'est qualifiant, la qualification, ce n'est pas une qualification au rabais, bien au contraire, puisque en plus, tout de suite, elle est assortie d'une expérience. Donc, au contraire, c'est plutôt… Mais ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs d'un étudiant qui sort avec son diplôme. Effectivement, c'est plutôt valorisant. Vous avez raison. Alors, on va passer tout de suite à Freddy Leno à côté. Donc, je ne sais pas si elle a son micro également. Oh, vous en avez deux. Bon, on a prévu quand même beaucoup de paroles. C'est Leno sans l'accent aigu. Voilà. D'accord, Leno. Donc, référente en parcours de formation VAE chez Transition Pro Occitanie. Alors, Transition Pro, c'est la suite de ce qu'on connaissait à l'époque sous le nom de FONGECIF. C'est récent, c'est apparu. C'est récent, ça date de 2020. En fait, si vous voulez, effectivement, Transition Pro, les FONGECIF se sont transformés suite à la réforme de la formation professionnelle. Et du coup, la structure a été créée en 2020. Alors 2020, c'était l'époque de la Covid, donc période un peu angoissante, et puis qui a donné pas mal d'idées, notamment l'idée de changer de métier.
et se Tout à dire, fait. bon voilà, je démissionne, je fais autre chose. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Et justement, Transition Pro, c'est cette capacité de changer de métier. Peut-être pas d'ailleurs aussi de manière aussi brutale en donnant ses démissions, peut-être ça peut se faire un peu plus... Alors comment ça se passe justement, comment dans ce changement de métier, la VE peut avoir un rôle? Alors oui, donc il y a plusieurs choses. Donc, comme vous l'avez dit, Transition Pro, nous sommes une structure paritaire agréée par l'État et nous agissons en faveur des salariés qui souhaitent changer de métier. Et notre objectif premier est effectivement d'agir donc sur le territoire, faire face aux enjeux du territoire, aux besoins en compétences en finançant des projets de reconversion qui sont individuels avec, dans le cadre donc, de notre dispositif phare, le projet de transition professionnelle, un dispositif qui permet la reconversion individuelle, et puis, ou collectif, avec notre dispositif transition collective, dit Transco. Et donc on finance également d'autres dispositifs. Et la question de la VAE n'est pas nouvelle, parce que en tant que FONGECIF, on a financé la VAE depuis ses débuts, depuis 2002. Et donc effectivement, on a eu un petit coup d'arrêt avec la réforme de 2018, donc on a cessé de financer. Et en 2020, donc le ministère de l'Emploi, pendant la période de la crise sanitaire, dans le cadre du plan de relance, nous a permis de financer de nouveau la VAE à destination des publics, des salariés du secteur privé, notamment ceux qui étaient en chômage partiel, de pouvoir se remobiliser, de pouvoir réactiver leurs compétences, et puis recourir à la VAE en leur donnant d'autres possibilités de financement. Voilà, alors justement, une question, parce que quand on dit on change de métier, ça veut dire qu'effectivement, quelque part, on va dire pas non, mais on va dire, bon, ce que je faisais avant, je veux un peu l'oublier. On a des fois des gens qui sont sortis, qui étaient, je sais pas, sur des postes d'ingénieurs, qui ont dit, bon, allez, maintenant, je veux travailler carrément, je sais pas, dans l'horticulture. Justement, comment, parce que c'est pas évident de se dire que la VE peut jouer un rôle dans ce cas-là, parce que l'expérience, c'est pas forcément exclusivement une compétence précise. Tout à fait. Alors, on a mené une expérimentation à ce sujet, justement, où l'idée était d'intégrer la VAE, justement, dans un parcours global de reconversion professionnelle. Donc, on a hybridé la VAE avec de la formation, donc avec notre dispositif phare, le projet de transition professionnelle. Donc, en fait, un bénéficiaire qui souhaitait changer de métier et qui avait une expérience en lien direct avec le métier visé, pouvait à la fois mobiliser donc le dispositif VAE et en complément un parcours de formation donc via le PTP pour pouvoir accéder à la certification. Donc c'était vraiment une articulation VAE, projet de transition professionnelle, donc en vue d'une reconversion, donc avec évidemment une ingénierie à travailler en amont, avec donc l'organisme de formation dans le cadre du bilan de positionnement. Et donc effectivement, on aboutit à des changements de métier et puis des parcours individualisés au plus près du besoin du bénéficiaire. Et puis, optimiser aussi en termes de coûts, parce que de fait, la formation est réduite. Donc, voilà, on a financé donc, comme ça quelques parcours. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que ce type de parcours qui allie projet de reconversion, mais avec de la VAE, sont des parcours priorisés par notre commission paritaire, voilà, qui statue sur les financements des projets. Sur finalement ce qu'on appelle la mobilité des professions, puisqu'on est amené justement à pouvoir changer, et cette mobilité en fait partie. Le fait de changer de métier comme ça, c'est de donner la possibilité de faire plusieurs métiers dans sa vie. Tout à fait. Exactement. Merci. Oui, vous vouliez rajouter? Oui, juste pour ajouter, en fait, sur la question de la compétence, parce qu'on a échangé dessus, la compétence, on le sait, est une valeur sûre dans un contexte, c'est la seule valeur sûre, en quelque sorte, dans un contexte économique où instable, où tout bouge, tout évolue très, très vite. Donc voilà, donc les évolutions technologiques, les évolutions du mode de vie, des modes de vie, les crises, les enjeux liés au développement durable. Et donc, on ne connaît pas les métiers de demain.
Et donc, l'emploi aujourd'hui s'apparente plus à un portefeuille de compétences qu'on étoffe, qu'on renouvelle, plutôt qu'un métier qu'on apprend une fois pour toutes. Hein. Quand on passe un diplôme, on ne peut plus se permettre de passer un diplôme et puis de passer toute sa carrière professionnelle avec ce seul diplôme. Et donc là, effectivement, la VAE est un levier vraiment formidable au service des compétences. Et donc c'est pas le seul, hein, mais c'est vraiment l'outil vraiment le plus pertinent. Et la VAE peut être également aussi un mécanisme de montée en compétences et même un levier de reconversion professionnelle. Donc on l'a vu avec REVA 1. Booster la VAE a permis aussi de pourvoir des emplois dans des secteurs pénuriques. Et donc, les associations de transition pro, en tant qu'acteurs référents des transitions professionnelles, s'inscrivent pleinement dans cette perspective-là d'innovation. Et voilà, donc, seront partie prenante, en tout cas, dans le prochain service public de la VAE. Donc, on le verra peut-être à la table ronde prochaine. D'accord, merci. Nous avons Norbert Jouen qui voulait réagir. Oui, je voulais réagir, notre collègue de Pôle emploi. Il y a quelques années, la direction générale de Pôle emploi a fait une étude sur l'insertion des demandeurs d'emploi qui étaient en formation et en VAE. L'épreuve ça portait sur les titres professionnels uniquement. La preuve était apportée que les demandeurs d'emploi engagés en VAE s'inséraient beaucoup plus rapidement, beaucoup plus durablement dans l'emploi. Et il me semble que ça va de soi. Les lauréats ici pourraient nous dire mieux que je ne le ferai moi comment ce travail de prise de recul, d'explicitation de son expérience permet de prendre conscience de ses compétences et d'en parler et donc de les mener. C'est ce que je voulais dire. Merci. Alors justement, ça permet de faire la transition. Je pense que l'intérêt, c'est peut-être justement qu'on leur demande. Hein. On va faire donc une deuxième remise. Alors, je vous propose, ils sont déjà prêts. Merveilleux. Voilà, ils sont prêts à vous accueillir. Hein. Alors, Sandrine Lejeune. Bonsoir madame, tous mes compliments. Vous pouvez nous dire quel est le diplôme que vous avez obtenu? Alors, la mention complémentaire aide à domicile. Jacqueline Fablé. Félicitations, vous avez validé quel diplôme? BPGEPS APT, activité physique pour tous. Alors moi, je vais prendre la parole 2 minutes puisque ça m'est accordé. Je vais parler d'une petite chose qui est en transverse parce que moi, j'ai déjà un brevet d'État. Donc, je n'avais que 2 unités de valeur à valider sur le BPGEPS. Et j'ai fait ce BPGEPS alors que je suis prof de judo à la base. Mais ça fait 40 ans que j'enseigne bénévolement. Et j'avais des jeunes qui venaient en formation dans mon association pour passer eux-mêmes le BPGEPS. Et du coup, j'étais leur tuteur, alors que moi-même, je n'étais pas diplômée BPGEPS. Donc, j'ai voulu absolument rectifier un petit peu. Et c'est pourquoi j'ai fait une VAE, parce que je trouvais que c'était légitime d'obtenir une VAE, enfin un BPGEPS. Voilà. Mélanie Garcia. Félicitations. Merci. J'ai passé le diplôme d'État accompagnateur éducatif et social. Blandine Chrysostome. Merci. Alors moi, j'ai obtenu le diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale. Sabine Ridouin. Bonsoir madame. Voilà. Alors, j'ai obtenu le diplôme d'État d'accompagnant éducateur et social. Vivien Loubien. Le BTS, maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques. Virginie Goetz.
Félicitations. Quel diplôme? BTS Gestion PME-PMI. Claire Sénac. Félicitations. Merci. Je vous laisse indiquer de... Oui. Alors, j'ai obtenu un master de vectorologie, thérapie génique et vaccinologie. Laurence Canilla. Bonsoir madame. Voilà. J'ai eu l'immense bonheur d'obtenir un bac GA. Pro, pardon. Pro. Alexandre Jouary. Bonsoir, j'ai validé à l'université Paul Sabatier la licence professionnelle commercialisation des produits et services industriels. Cindy Louisi Louis. Toutes nos félicitations. Quel diplôme? J'ai préparé le BTS Gestion de la PME. Guillaume Alarcon. J'ai obtenu un BTS en méthode d'exploitation logistique. Moustapha Davidsi. Bonsoir, monsieur. Voilà pour vous. J'ai obtenu la licence professionnelle commerce et distribution, parcours management et gestion de rayon. Voilà. Et puis donc nous avons Christophe Perrochon. Voilà. J'ai passé une licence professionnelle en conception de fabrication assistée par ordinateur. Voilà. Christophe Perrochon, juste quelques mots complémentaires. Vous avez dit ce que vous avez fait, mais bon, vous n'avez pas dit dans quelles conditions. C'était quoi l'origine de votre motivation? Alors, je me suis retrouvé dans la situation que M. du Pôle emploi a présentée. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question pour valider mes compétences. Et donc, là, je me suis renseigné. Et donc, j'ai suivi ce processus. Et on vous a parlé de cette VAE. Vous l'avez trouvée facilement, je dirais, ou comment l'idée vous est venue? Alors, j'y pensais depuis plusieurs années. Et puis, donc, je me suis renseigné au Pôle emploi. Et donc, facilement, j'ai eu les informations nécessaires sur le net. Et puis, je me suis renseigné directement à la fac. Voilà. Donc, on peut trouver les informations finalement assez facilement. Ça a changé beaucoup de choses pour vous? Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est une démarche intéressante pour valider les acquis. J'étais vraiment bien accompagné par des professeurs référents et puis par l'encadrement. Donc, c'est vrai que ça m'a apporté ça valorise effectivement les compétences et surtout au niveau aussi avec l'employeur. Merci Christophe. Alors, la photo, il va probablement y avoir une deuxième photo, ou notre angle, je ne sais pas. Non, c'est bon? Deuxième angle, allez. Alors, bien sûr, tout à l'heure, vous allez tous revenir, il va y avoir du monde, hein, pour la photo finale avec la totalité des remises. Là, il va falloir se serrer. Hein, c'est un peu sorti du métro, à mon avis, hein, aux heures de pointe. C'est bon? Voilà, on va attaquer sur la deuxième table ronde. Je vous ai dit qu'il y avait une évolution, il y avait forcément des choses qui allaient beaucoup bouger. On en a reparlé, on a entendu également plusieurs personnes en parler. Donc, je vais appeler pour justement que nous puissions avoir plus d'informations. D'abord, Olivier Gérard, ensuite Noureddine Abidi, qui est par là, voilà. Et Bastien Epinassous. Ah, j'ai prononcé le S, vous voyez, on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, et puis
on avait une personne qui devait témoigner, mais qui apparemment a des difficultés de trajet. Hein. C'est comme on n'a plus non plus, je précise, hein, des fois avoir pas mal de gens, la Covid frappe encore, donc on a quelques personnes qui se sont excusées pour cette raison. Voilà, alors on va parler avec vous de l'évolution, puisqu'en plus elle est en cours, hein, cette évolution. Alors je vous propose qu'on commence par vous, Olivier Gérard. Alors, vous êtes responsable du projet REVA. Alors, ce projet REVA, on en a tout à l'heure, on a déjà entendu le mot. Hein. Le mot est beau, hein. Je trouve que c'est un mélange de deux mots, c'est ça? Reconnaître et valider. Donc, voilà. En tout cas, c'était une bonne idée. C'est effectivement de rêve. Alors, j'ai appris que c'était une start-up publique. C'est bizarre. C'est une start-up d'État. En fait, REVA, bonjour à tous et à toutes déjà, parce qu'on démarre tout de suite très vite. REVA est une start-up d'État portée par un incubateur des ministères sociaux rattaché au secrétaire général du Premier ministre. Et vous allez me dire, que vient faire une start-up d'État dans la VAE? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi la ministre du Travail d'alors, Elisabeth Borne, a choisi le modèle d'une start-up d'État pour réformer la VAE. Alors, c'est assez simple. C'est que dans une start-up, il y a des phases d'investigation, donc de recherche, une phase d'expérimentation, une phase de trajectoire et une phase d'implantation ou de transfert ou d'incubation. Et donc, l'idée qu'a choisi la Première ministre, enfin la ministre du Travail de l'époque, parce qu'on ne savait pas qu'elle allait être Premier ministre à l'époque, enfin, le choix qu'a fait la ministre du Travail et la haut-commissaire aux compétences, Karine Seller, est de dire... globalement, la VAE a 20 ans, on en mesure toutes les difficultés, toutes les freins, et il y a un chiffre qui est quand même assez parlant, c'est qu'un candidat qui se renseigne à la VAE et qui va au bout de son dispositif, grosso modo, il a 10% de chances d'y aller. Et donc, il y a eu des tonnes de rapports, dont 2 très importants. Un qui était conduit par l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, sur les difficultés que rencontrait la VAE. Donc, c'était un rapport de 2016 assez dur, alors, en pointant les choses intéressantes, mais aussi tous les freins qui amenaient en fait de l'échec dans le processus. Et puis un deuxième rapport qui avait été commandé par Muriel Pénicaud à l'époque, avec un groupe, avec Yannick Soubien, Claire Guéchat, David Rivoire, qui sont plutôt des experts de la VAE, un expert de la branche et un expert d'une région, qui était de se dire quel second souffle on pourrait donner à la VAE dans les années qui viennent. Et donc, c'était le rapport IGAS plus le rapport Soubien-Rivoire-Guéchat qui donnait une vision de trajectoire. Et donc, la ministre du Travail à ce moment-là nous a demandé de travailler, de challenger le texte de loi, d'investiguer et de challenger le texte de loi en mode agile. C'est-à-dire de regarder si on modifiait un certain nombre de dispositions légales et réglementaires, est-ce que ça avait de l'impact pour l'usager? Est-ce que ça sécurisait le parcours? Est-ce que ça faisait réduire le nombre d'abandons? Et donc, nous avons fait ce qu'on appelle une phase d'investigation qui nous a permis de proposer à la ministre un plan d'action pour commencer à challenger les textes actuels qui étaient inscrits dans le Code du travail et dans le Code de l'éducation. Et la ministre a fait quelque chose qui est assez rare. Elle nous a fait ce qu'on appelle une lettre de couverture. Une lettre de couverture, ça veut dire que nous avions le droit de désobéir au Code du travail et au Code d'éducation. En tout cas, désobéir, nous avions la permission de tester des choses. C'est pas très légal, mais c'était pas très grave. Ça nous a permis en fait de ne pas respecter un certain nombre de dispositions du Code du travail. Donc c'était le principe même. Hein, si on ne peut pas avoir d'expérimentation, si on ne peut pas parce que revoir les choses. Beaucoup d'expérimentations avaient été conduites avec des freins que nous connaissions. Et donc, nous avons posé des hypothèses. Nous en avons posé 4. La première, c'est si on simplifie la recevabilité, c'est-à-dire si on supprime le fameux document CERFA avec des preuves qui sont fastidieuses. Il y a beaucoup de candidats VE qui sont là, qui savent quelle épreuve c'est, entre guillemets, cette première phase dite de recevabilité. Si on la simplifie, est-ce qu'on peut gagner de la sécurisation et baisser les taux d'abandon? Et nous sommes donné un objectif, ça va vous faire rêver un peu, d'où rêve. Nous avons fait l'étape de recevabilité, on s'est dit en 8 jours, le certificateur doit pouvoir prononcer la recevabilité et donc de se dire, nous allons tendre vers une étape dite de faisabilité. Et pour supprimer ce document administratif CERFA, qui est une horreur, comme la France sait le faire hein, de temps en temps, c'est quand même 4 pages, c'est quand même pas facile, eh bien, on a inversé le processus d'accompagnement. Se dire, et si on mettait l'accompagnement avant
l'étape de recevabilité. C'est-à-dire qu'on a remplacé une étape administrative par une étape dite humaine. Ce qui voulait dire que du coup, cet accompagnement permettait aussi de remplir cette partie-là. Nous l'avons supprimé. Et donc, nous avons carrément supprimé. C'est-à-dire que globalement, nous avons créé un outil qui s'appelle une étape de faisabilité, dont mon voisin va vous parler tout à l'heure, puisqu'en fait, il l'a expérimenté, qui va permettre de construire un parcours sans couture, modulaire. Et nous avons testé un certain nombre de choses, notamment d'ajouter des compléments courts formatifs au dispositif. Troisième objectif que nous sommes donnés à la phase d'expérimentation, c'est et si on faisait un financement unique? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrête le parcours du combattant pour les candidats pour aller chercher leur financement? Et donc, nous avons testé aussi la logique d'un financement unique et sécurisé. Et quatrième objectif de l'expérimentation, c'était d'accélérer les jurys, la délivrance des titres et des diplômes à l'issue des jurys, puisqu'il y a des délais qui sont extrêmement longs. Là encore, nos candidats pourront témoigner. Et donc, nous avons regardé la cible de ce que ça générait en termes d'impact pour l'usager. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans la méthode portée par les startups d'État, donc par Betagouv, c'est que ce n'est pas l'écosystème qui réforme le dispositif, c'est l'usager. Et donc, l'écoute de la voix de l'usager, de la première expérimentation que nous avons conduite, nous a permis de bâtir l'ensemble du dispositif. Donc, c'est l'usager au cœur du système. Et donc, toutes les hypothèses de travail que nous avons formulées dans cette première expérimentation ont été challengées avec 150 usagers en parcours sur une durée de 4 mois express, c'est-à-dire que nous avons fait un accompagnement pour 150 personnes sur 4 mois. Et ce que je propose, c'est que Nordi nous explique comment lui... Alors, juste une question, effectivement, on lui laisse la parole. Ces 150 personnes ont été... vous avez choisi certains types de titres. Oui, alors, comment ils ont été choisis? Oui, pour que notre lettre de couverture ne soit pas trop, infondée juridiquement, nous devions la faire porter dans un projet de loi qui devait s'appeler Génération solidaire. C'est-à-dire qu'on peut faire des avances de phase de texte. Mon voisin pourrait préciser les choses comme ça, mais enfin, on était un peu branque-ballant sur les textes, et donc nous avions choisi de le travailler sur les métiers de la dépendance et des services à la personne. Donc nous avons choisi un secteur, 5 certificateurs qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous, puis 7 diplômes dans les métiers du care et du service à la personne. Et donc, nous avons accompagné 160, je crois, candidats, demandeurs d'emploi ou permittants, c'est-à-dire des gens qui alternaient CDD et période de chômage, ou des salariés à temps partiel. Et donc, nous avons regardé sur la logique du parcours, tout ce que tous les indicateurs de taux d'abandon, de suivi, de confiance, de compréhension du dispositif. Et l'idée, c'est que là, nous avons fait une évaluation tout au long du parcours et nous avons mis notre rapport à la ministre fin mars, et je vous expliquerai la suite après. Et je voudrais que Nordine parle un peu de comment il a vécu les choses. Alors, c'est deux expériences à la base. Hein. D'accord. Là, on parle de la première. Alors, donc Nordine Abidi, hein, vous êtes chef de projet REVA sur l'AFPA. Voilà. Donc, vous avez fait l'expérience de REVA dans le cadre donc, de votre action AFPA, c'est ça? On a démarré effectivement l'expérimentation dans le cadre de ce qui a été évoqué avec Olivier. Finalement, les éléments de cadrage de cette expérimentation répondaient en grande partie aux problématiques que pouvaient rencontrer et les candidats et les accompagnateurs, ou en tout cas tous les acteurs concernés par la VE. Nous, pour ce qui concerne l'AFPA, dans le cadre de la première expérimentation, on a travaillé donc beaucoup avec la région Aura, à Montluçon et puis à Lyon-Saint-Priest, et puis pour les diplômes du ministère des Solidarités en Hauts-de-France à Lille. On a accompagné plus de 70 candidats sur les 160 et on est rentré dans une logique en fait de VAE Express, c'est-à-dire que l'opération a démarré en octobre et les candidats passaient la session d'examen entre décembre et janvier, décembre de la même année et janvier de l'année suivante. Cette vitesse, en fait, c'est pas quelque chose qui aurait pu aussi en gêner quelques-uns? Oui. En fait, il y a eu deux cas de figure. Il y a finalement, pour les candidats qu'on avait rencontrés en octobre, est-ce que vous voulez peut-être être diplômé pour l'année prochaine, un beau cadeau à vous faire. Et puis les gens qui se sentaient accaparés par la vie, etc., ne voulaient pas forcément rentrer dans ce dispositif-là, sachant qu'il y en aurait d'autres sur lesquels on pouvait les positionner.
L'intérêt quand même de cette expérimentation-là, c'est qu'elle a mis juste en... L'avantage de ce dispositif-là, c'était qu'on avait une offre, moi je la disais all inclusive. D'ailleurs, finalement, le candidat n'a pas à se préoccuper ni du financement. On est sur un dispositif finalement on a évoqué tout à l'heure la VAE Express, mais on est dans un parcours hybride. On peut ne pas avoir toutes les compétences. Et ça sera un sujet de travail. On dit souvent que la VE, finalement, c'est une démarche de validation. En réalité, elle est souvent une démarche de développement des compétences, combien même on les a, les réfléchir, de les consolider, de l'échanger avec des pairs, augmente finalement la compétence et augmente la satisfaction de soi quand on obtient le diplôme. Et donc, on est rentré dans une logique de VAE hybride avec des actes formatifs, pas forcément avec des volumes relativement importants, mais et l'accompagnement qui a été pris dès le départ et avec un temps d'accompagnement beaucoup plus volumineux que ce qu'on pouvait connaître jusque-là, et avec des temps d'accompagnement en individuel et en collectif. On a intégré aussi, et là c'est pour parler à la diversité des publics, il y avait des permittents, il y avait des gens qui étaient demandeurs d'emploi mais qui avaient quelques missions, etc., mais qui n'étaient pas forcément disponibles. On a organisé finalement des permanences d'accompagnement avec des temps en collectif, des temps en individuel et des temps où les gens pouvaient se rencontrer tout en étant accompagnés. C'est-à-dire qu'on tentait de répondre en fait au calendrier de la plus grande majorité en quelque sorte. On a des résultats, et on a des résultats très très intéressants finalement nous-mêmes. On a expérimenté. Alors, je veux juste dire que on a travaillé beaucoup avec les certificateurs qui ont joué le jeu de répondre à 8 jours pour la recevabilité, de faire confiance aux architectes de parcours, ou en tout cas des accompagnateurs pour rentrer dans le dispositif et d'organiser des sessions d'examen à 4 mois. Ça, c'est une grande performance. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 86% de taux de réussite sur le dispositif intégral. Et ça a été très, très intéressant. Et juste pour dire l'intérêt en fait d'une démarche où finalement, peut-être que la partie administrative, en tout cas, elle était importante auparavant. On a entré des candidats qui n'auraient pas pu justifier en fait leur expérience professionnelle, qui avaient des expériences un peu de nature différente, bénévolat, des aidants familiaux, ils n'avaient pas l'intégralité des 1 an, etc. Et ben, ceux-là ont pu rentrer, tout en informant le certificateur, et ben, ils se sont retrouvés avec ou des réussites totales ou des réussites partielles, et ça les a engagés ensuite sur des parcours pour les faire aboutir. Alors, ce que j'entends, alors on va passer après à la deuxième expérimentation, ce que j'entends un peu quand même par rapport à ce que vous dites, c'est que il y a énormément de choses que vous avez pu faire. On a l'impression que ça mobilise quand même beaucoup de personnes. Et est-ce que justement, je dirais, l'effort est largement plus important que ce qu'on faisait jusqu'à... Est-ce que finalement, c'est pas ça la raison de la réussite? En fait, quand on parle de l'expérience et quand on parle de les mettre en relation avec les diplômes, il faut distinguer 3 types de publics. Ceux pour qui finalement ça colle bien, et qui ont les capacités pour faire ce qu'exigent les certificateurs. Ceux pour qui ils sont tellement éloignés que finalement le mieux c'est de faire de la formation. Et la grande majorité, elle n'est pas là. Elle est entre les deux eaux. Entre je sais faire, mais pas tout. Ici un peu, là beaucoup et là pas du tout. C'est avec ces publics-là qu'il est aussi intéressant de travailler et c'est ce qui nous a mobilisé beaucoup effectivement en termes d'accompagnement, puisque l'accompagnement, on était sur un volume autour de entre 60 et 70 heures d'accompagnement. Donc c'était relativement important. En plus un accompagnement méthodologique, j'allais dire, et puis un accompagnement aussi technique avec des actes formatifs. Donc oui, ça a mobilisé les opérateurs de façon importante. Alors, on va redonner la parole. Ce qui est important, ce que dit Nordine, c'est que on n'a pas inventé la poudre.
On est reparti de tout ce qui s'est fait depuis 10 ans en innovation sur la VAE. On est reparti des expérimentations conduites par l'Éducation nationale, par les partenaires sociaux, par les DREDS, par l'AFPA, le ministère du Travail. En fait, globalement, la matière, on l'avait à peu près. Et les hypothèses qu'on a posées sont des hypothèses qui étaient inscrites dans le rapport IGAS et dans le rapport Ivoire. On n'a à peu près rien inventé. Par contre, c'est la manière dont on a construit le dispositif avec cette lettre de couverture qui nous a permis d'aller challenger ces hypothèses. Donc, quand nous avons remis notre rapport à Elisabeth Borne fin mars, nous lui avons dit on ne peut pas fonder quelque chose sur une expérimentation aussi resserrée sur 4 mois. Il faut qu'on aille un peu plus loin et que on challenge un certain nombre d'autres dispositions et qu'on les sécurise un peu plus, qu'on élargisse le périmètre, qu'on élargisse les titres et les diplômes, tout en étant dans un cadre serein juridiquement aussi. Quand j'aime bien ce terme de désobéir, parce que ça faisait rire notamment Borne quand je disais ça, on m'a donné l'autorisation de désobéir. En fait, on n'a pas désobéi, on a adapté les choses. Vous avez anticipé. Nous avons légèrement anticipé. Cette deuxième expérimentation, dont je vais vous parler un tout petit peu, qui va concerner... alors, on avait expérimenté en Midi-Pyrénées avec le GIP Occitanie sur un titre d'auxiliaire, comment il s'appelait, aidez-moi, accompagnement en gérontologie porté par l'ADAVA et la Croix-Rouge française. Donc, on avait un groupe en Occitanie. On a eu 6 régions qui sont parties avec nous dans l'expérimentation. Nous avons décidé avec l'équipe de REVA et les équipes de la ministre de se redonner une année d'expérimentation, donc de juin 2022 à juin 2023, avec une phase de montée en puissance à partir du mois de septembre. Qu'est-ce que nous autorise cette nouvelle lettre de couverture? Parce que nous avons une deuxième lettre de couverture, cette fois-ci en interministériel qui a été validée par Jean Castex lui-même, avec l'ensemble des ministères certificateurs. Et donc, nous embarquons dans la deuxième expérimentation l'ensemble des ministères certificateurs, enseignement supérieur, éducation nationale, travail, solidarité, santé, agriculture, enseignement privé agricole, une branche professionnelle. Et nous élargissons le périmètre toujours sur les métiers de la dépendance, du care, sur les métiers du soin et de la petite enfance. Donc, nous élargissons les certifications à 19 certifications avec l'ensemble des certificateurs et cette fois-ci sur une expérimentation à vocation nationale. Alors, tous les titres ne sont pas déployés en région Midi-Pyrénées, mais il y en a un certain nombre qui le sont. Ceux qui le sont, c'est tous les titres du ministère du Travail qui sont dans l'expérimentation et les titres de la branche du salarié du particulier employeur. Je crois que... Est-ce qu'on a l'éducation nationale Occitanie? Je ne sais plus. Oui, l'éducation nationale. Voilà. Deuxième point important, et vous allez voir que ça va permettre à mon voisin de s'exprimer sur la suite, la création du portail numérique en vue de poser les bases d'un futur portail de services publics unifié. Donc, dans l'expérimentation, et c'est le métier des startups d'État, c'est d'avoir une approche numérique usagée. Et donc, c'est aussi de challenger l'idée d'un portail de services publics unifié où l'ensemble des certificateurs pourront s'amarrer et sur lequel le candidat n'aura plus à courir sur l'ensemble des sites des certificateurs, l'ensemble des sites divers et variés d'information, d'orientation que tout le monde a, pour avoir une seule clé d'entrée où il aura l'information et la création de son parcours. Donc, nous sommes en train de challenger ça, et c'est ce que vous retrouvez sur le site reva.beta.gouv.fr, reva.beta.gouv.fr. Vous allez pouvoir regarder comment ça se déroule. Troisième point, et Nordine l'a posé tout à l'heure, c'est la place et le rôle des accompagnateurs. Nous allons travailler sur, et nous sommes rendus compte que tout le monde fait de l'accompagnement à la VAE, mais tout le monde a parcellé, entre guillemets, l'offre de service qui peut amener au candidat. Et donc, nous avons imaginé à partir de la première expérimentation de ce que pourrait être une fonction d'architecte accompagnateur de parcours. Accompagnateur de parcours, tout le monde voit ce que c'est. Mais il y a, accompagnateur. Par contre, il y a 2 nouveaux mots importants, architecte et parcours. Parcours, ça veut dire que la VAE ne doit pas s'inscrire dans une logique de sanction, mais bien d'une trajectoire professionnelle, d'un parcours professionnel, et que de ce fait, on n'est pas obligé de tout valider. On ne sera pas obligé d'avoir la totalité du titre et du diplôme, mais on aura avoir 1 ou 2 blocs ou 3 certificats pour pouvoir, dans un autre moment de sa vie, si on le souhaite, partir en formation ou continuer son parcours de vie. Donc, la notion de parcours, elle est importante pour nous, mais elle veut dire aussi parcours. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en matière d'accompagnement. Donc, modularisons
les parcours en fonction des niveaux et des besoins des candidats. Nous allons passer de 24 heures, qui est le forfait obligatoire, à 30 heures jusqu'à 60 heures de parcours d'accompagnement en individuel et en collectif. Parcours veut dire aussi acte formatif complémentaire. Donc, ce n'est pas se substituer au plan de formation traditionnel, mais c'est de mettre des bouts de compléments nécessaires pour garantir la réussite du candidat. Ça veut dire il manque un module SST, il manque un mini-bloc, une petite expérience professionnelle que je n'ai pas qui me permettrait de sécuriser, etc. Je ne suis pas à l'aise sur le numérique, je fais un complément numérique. Je m'inscris à Cléa sur les usages. Donc, l'idée, c'est, là encore, que le candidat ne change pas de statut, il est accompagné, il fait un peu de formation, il repart en accompagnement. Aujourd'hui, c'est 2 statuts différents, l'accompagnement et la formation. Donc, c'était de créer un parcours sans couture qui intègre la faisabilité et donc le nouveau architecte. Ça veut dire qu'on est dans la construction. On ne fait pas que de l'accompagnement. Le rôle de l'architecte de parcours, c'est de dire, en fonction de ta situation, de ton niveau d'expérience, et la faisabilité, enfin, en tout cas, si je recouvre, entre guillemets, le niveau d'expérience du candidat et les référentiels d'activité, c'est quoi l'écart et c'est quoi dont tu as besoin pour réussir ton projet. Donc, architecte veut bien dire construction, parcours aussi. Quatrième challenge, c'est le financement unique. On l'a tout petit peu testé dans la première expérimentation. Dans la deuxième expérimentation, elle est ouverte aux demandeurs d'emploi, bien évidemment, aux salariés, aux aidants familiaux, aux bénévoles, à l'ensemble des Français. C'est-à-dire même des gens qui sont en situation de prison, puisqu'on a vu qu'il y avait des expérimentations au milieu carcéral. Le dispositif est financé de la même manière sur un socle commun et que nous allons tester. Donc, le financement est arrivé par le plan d'investissement par les compétences. Nous avons une dotation de 15 millions d'euros pour l'expérimentation du financement unique. Et là, nous allons le challenger aussi. Cinquième point sur l'expérimentation numéro 2, c'est encourager le système de reconnaissance des compétences transverses. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Tout le monde a entendu parler des open badges. C'est comment, quand j'ai une compétence dite transverse ou une compétence technique qui n'est pas dans le référentiel de métier, c'est comment je peux la valoriser et lui donner de la valeur à un futur employeur dans une logique de parcours, toujours la même chose. Point plus important dans le projet de l'expérimentation, c'est le pilotage des jurys. C'est un vrai frein, c'est un vrai sujet. Nous avons fait un détail extrêmement précis des process de l'ensemble des certificateurs au niveau national et au niveau régional. Grosso modo, les jurys, ça se met en œuvre entre 2 mois et 1 an. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne sont pas entendables. Et donc, nous avons dans l'aide de couverture la possibilité pour les certificateurs d'innover en matière d'organisation des jurys. L'idée, c'est de leur permettre de penser, de se dire comment je fais si je passe de 25 000 candidats par an à 100 000 candidats par an, comment je respecte un droit raisonnable aux candidats d'avoir un jury dans les délais dits acceptables aux alentours de 2 à 3 mois après le dépôt de son dossier. Et enfin, le dernier point de la lettre de couverture, c'est accompagner une réforme réglementaire de la VAE. Ce qui veut dire que cette deuxième expérimentation, elle a construit la première et le début de la deuxième, le texte dont va vous parler M. Espinassous, et que ce que nous conduisons aujourd'hui et qui est en cours va nous permettre de challenger les décrets d'application du nouveau texte, puisque en fait, un texte ne peut pas exister s'il n'y a pas de décret de mise en œuvre et d'application. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points de détail relativement importants, le financement, le rôle des architectes de parcours, le financement unique, le statut des candidats, le financement global du système, la gestion des jurys, tout ça va nécessiter un peu de temps. Oui, bien sûr. Et on n'a pas un texte qui est complètement ficelé. Oui, c'est souvent le cas de toute façon. Juste un point important, nous avons réduit les abandons sur la première expérimentation des 2 tiers. Entre le moment où les candidats sont partis et sont allés au bout, nous avons eu une réduction des abandons de 70% des candidats. Parce qu'à chaque étape, recevabilité, financement, accompagnement, jury, on avait des abandons. Voilà. Alors,
après effectivement ces expérimentations, on a un deuxième micro, vous voyez, on a les moyens. Alors, après cette expérimentation, on passe à la loi, puisque maintenant, une loi a été votée. Alors, je me retourne vers vous, Bastien Spinassous. On vous a vu tout à l'heure donc à l'ouverture. Vous êtes directeur adjoint à l'adresse, responsable du pôle entreprise, emploi, économie. Alors, voilà, ce texte de loi, il a été présenté. Il est issu de cette expérience, on l'imagine. Est-ce qu'il en a finalement gardé l'essentiel ou pas? Alors, il en a gardé l'essentiel. La bonne nouvelle, déjà, c'est, Olivier, vous ne serez plus dans l'illégalité dans quelques jours. Quand le Conseil constitutionnel aura achevé l'examen de la loi, on sera bon. Il n'y aura plus besoin de lettres de couverture et ce n'est pas neutre. Enlever le masque. La couverture, ouais. Si je devais résumer la loi, alors c'est un peu à ma sauce, donc c'est pas forcément les éléments de langage, comme on dit, habituels. Je dirais qu'il y a trois grands objets. Il y a l'idée de libérer, l'idée de simplifier et l'idée de renforcer. Libérer d'abord, c'est ouvrir plus largement la VAE, élargir les publics qui peuvent y accéder, en permettant à toute personne qui a eu une expérience en lien avec une certification, la certification recherchée, de pouvoir se lancer dans cette démarche, qu'elle soit active ou inactive. Inactif étant un terme un peu trompeur, puisque dans les inactifs, on parle notamment des aidants familiaux, des proches aidants qui sont très très loin d'être inactifs. Donc il y a déjà cette ouverture qui est réalisée. Il y a aussi la suppression du délai, de la durée minimale d'1 an qui était exigée jusque-là pour être éligible à la VAE. Donc même chose, on libère, on ouvre la possibilité d'y accéder de manière plus large. C'était 1 an, c'était de passer 1 an. C'était 1 an, ouais. Et puis enfin, on va prendre en compte dans les parcours des temps qui jusque-là n'étaient pas forcément mis en valeur, qui sont les mises en situation professionnelle en entreprise, les stages qu'on peut réaliser, et qui vont être autant d'apports sur la construction de ce parcours et la possibilité d'accéder au titre, au diplôme, à la certification recherchée. Deuxième grand axe, et on va retrouver beaucoup d'inspiration venant de Reva dans cet axe, c'est simplifier. On en parlait, il y a le sujet de l'examen de recevabilité, qui va être tout simplement supprimé pour être remplacé par une étape dite de faisabilité, comme le disait Olivier, avec un entretien préalable et une préparation de cet entretien. Alors, je reprends là-dessus parce qu'effectivement, on en a parlé rapidement, puis c'est quand même très important dans ce que vous avez fait comme expérimentation. On se demande en fait comment on peut du coup être sûr, puisqu'en fait, le but était du moins de valider que les gens rentraient véritablement, qu'ils avaient une expérience, on va dire. Pour être simple. Alors, puisqu'on change la méthode, comment le fait-on? Peut-être que si vous avez peut-être... Oui, la FAP, en tant qu'EPIC et opérateur pour les titres professionnels, l'entretien de faisabilité, c'est un entretien professionnel, c'est-à-dire qu'on a un expert du métier et des référentiels qui sait mener en fait des entretiens pour évaluer, mesurer. Si je vous pose des questions, je sais finalement si vous êtes en capacité d'animer ou pas, si vous me racontez la manière, etc. Puis on est accompagné d'outils qui permettent en fait de mesurer la compétence et de l'identifier. Donc en fait, tous les certificateurs et les opérateurs sont a priori équipés ou en tout cas seront amenés à faire ce travail d'équipement, d'outillage ou de professionnalisation pour accueillir l'expérience du candidat. Oui, parce on le fait déjà. Et a priori, tous les acteurs qui accueillent l'expérience, que ce soit les antennes d'info-conseil en VE, etc., savent déjà dire beaucoup de choses de l'expérience des candidats. D'accord. Oui, c'est effectivement plus efficace que des fois, on peut avoir une expérience en termes de date et puis rien dedans. Oui. Effectivement. Excusez-moi de vous avoir. Non, je vous en prie. On en a parlé également, les architectes de parcours, qui vont devenir un pilier incontournable de la VAE. Également, donner plus de temps aux candidats. On a un congé qui est assez court, 24 heures. On ne va pas dire qu'on fait exploser le congé, mais on double en tout cas sa durée, il passe à 48 heures. On ouvre la possibilité effectivement d'aller
non plus sur une certification complète, mais de viser des blocs de compétences qui organisent cette certification. Et puis, il y a l'évolution des jurys. Et donc, ça, c'est tout le travail qui va être mené en parallèle entre l'expérimentation REVA 2 et puis le travail réglementaire, c'est-à-dire la rédaction des textes, des décrets qui vont encadrer cette nouvelle organisation des jurys. Et puis, dernier point, renforcer. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des grandes idées, de vouloir faire exploser le système, le transformer, l'ouvrir plus largement, mais il faut une infrastructure, il faut quelque chose qui soutienne ça. Et donc, c'est toute l'idée de la création d'un service public de la VAE qui va être constitué autour d'un GIP, qui va réunir l'ensemble des prescripteurs, financeurs et certificateurs de la VAE, avec membres de droit, les régions bien entendu, Pôle emploi, l'AFPA, les OPCO, les AT-Pro. Et ce GIP aura pour mission d'informer les bénéficiaires, les candidats, de promouvoir la VAE et puis de garantir aussi effectivement la cohérence des procédures, le terme est un peu moche, mais des procédures sur le déploiement de la VAE sur l'ensemble du territoire. Et puis enfin, dernier point qui n'est pas neutre non plus, on parlait des financements. Il y a eu, dans le cadre de la période Covid, la possibilité qui a été ouverte aux AT-Pro de financer des parcours de VAE. En Occitanie, je crois, entre juin 2021 et juin 2022, je crois que Christine est dans la salle, Christine Vauban, qui est la directrice d'AT-Pro, on a à peu près 300 parcours qui ont été financés par AT-Pro. Et la loi fait de cette autorisation exceptionnelle une possibilité pérenne, donc ouvre la possibilité aux AT-Pro de venir financer les parcours de salariés qui souhaiteraient entrer en VAE. Alors la loi a été votée, donc on va dire l'application, tout ça, on va voir tout ça dans quelle donnée de temps, on va dire. Ça, c'est toujours compliqué à dire, parce que il y a le temps de rédaction des... Alors, la loi, c'est toujours une première étape. Ça fixe les grands principes. Derrière, on a l'arsenal réglementaire, donc tous les décrets qu'il faut rédiger, sachant qu'effectivement, comme on le disait, ça va s'inspirer aussi de l'expérimentation REVA 2, donc il va falloir aussi prendre un petit peu ce temps d'expérimentation. Contre ça n'a débuté que cet été, en septembre, donc on est encore jeune un petit peu, je pense, sur l'expérimentation. Donc les deux démarches vont se nourrir l'une l'autre, et je pense qu'on peut espérer qu'à horizon mi-année 2023, on aura en tout cas l'intégralité de l'arsenal qui permettra de déployer correctement la VAE, nouvelle génération, sachant, je le rappelle, le gouvernement nous a fixé un objectif ambitieux qui est de passer d'ici à 2027 de 30 000 à 100 000 VAE par an. Oui, ce qui est beaucoup, effectivement. Alors, par rapport à ça, en complément, le dispositif et le texte de loi est passé en politique prioritaire du gouvernement. Donc, en PPJ, ça veut dire qu'il y aura un pilotage extrêmement serré du déploiement des textes. Ça nous fait un peu peur avec la DGEFP parce que un pilotage serré, c'est... Mais non. C'est quand même serré. C'est pour le bénéfice de tous. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des décrets d'application, un certain nombre de décrets d'application assez rapidement, puisque ça a déjà commencé, et qu'on attend les effets ou la suite de REVA 2 pour continuer à avancer sur les décrets d'application. Il était prévu, dans la tête de la ministre déléguée et de la Première ministre, une avance de phase en juillet. Une avance de phase, ça veut dire qu'on pourrait élargir REVA 2 ou REVA trajectoire, comme on aime l'appeler, vers d'autres métiers, vers d'autres branches, vers d'autres secteurs, notamment pour challenger aussi toute la mise en visibilité des titres et des diplômes d'autres secteurs. Parce qu'on a un sujet aussi, c'est la mise en visibilité des 6000 titres et diplômes qui sont inscrits au RNCP, sur lequel, là aussi, on a un énorme travail d'identification à faire pour que les candidats puissent avoir en visibilité l'ensemble des titres et diplômes disponibles sur leur vécu expérientiel, puisqu'en fait, il y en a plein de possibles, puisqu'il y a plein de certificateurs. L'avance de phase, c'est juillet, si tout va bien. Après, il faut qu'on ait le financement pour le faire. Et le texte prévoit une mise en œuvre au 1er janvier 2024 pour tous les Français. D'accord, donc c'est relativement, on va dire, dans un délai relativement rapide pour une loi qui souvent met du temps. Merci à tous les trois. On a appris beaucoup, je crois, sur l'évolution. Voilà, on a un dernier sujet, donc on fait une petite table ronde beaucoup plus réduite. Alors, j'ai les deux interlocuteurs qui sont ici, alors venez me rejoindre. On va parler rapidement, un peu plus rapidement, puisqu'effectivement, on a un peu débordé sur le temps. Alors, vous avez deux micros, du coup, là, comme vous n'êtes que deux, c'est parfait. Donc, on va parler de la VAE collective.
alors qui est aussi d'ailleurs dans la réforme importante. Alors on en a touché quelques mots tout à l'heure. Peut-être tout d'abord, Norbert Jaouen, on essaye d'expliquer ce que c'est exactement cette VAE collective. Alors, je voudrais dire en préambule que les entreprises ont l'obligation de parler de VAE au cours des entretiens professionnels. Et avec le réseau des DAVA, nous voyons comment nous pouvons accompagner les entreprises pour faire de cette obligation légale une véritable opportunité de mettre en place des projets collectifs. Et je reviens à votre question. Un projet collectif, c'est définir avec l'entreprise quelle va être la cible. Est-ce que ce sont les gens qui n'ont pas de diplôme? Est-ce que c'est le management? Est-ce que ce sont les salariés? Madame pourra nous dire, et puis de voir ensuite de jouer sur l'effet de la promotion. Tous les candidats volontaires à partir du plan décidé par l'entreprise vont commencer leur démarche en même temps. Donc on travaille en promotion, ils vont avoir le même calendrier prévisionnel de réalisation et on compte là sur la dynamique de groupe pour que ça réussisse les uns entraînant les autres en cas de risque de décrochage. Et sur le plan pédagogique, c'est tellement très positif que nous avons déployé des VAE collectifs avec les demandeurs d'emploi. Outre le fait que ça les sort quelquefois de leur isolement, le fait de venir effectivement ensemble en VAE, même l'esprit de promotion, ils se retrouvent et ça génère une dynamique qui est très intéressante en termes de résultats. Alors effectivement, il faut bien sûr la participation totale de l'entreprise par rapport à ce genre de projet. Alors Anne-Louise Roland, vous êtes responsable RH chez McDonald's France, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous. Service direction régionale Sud-Ouest. Exactement. Alors donc là, vous allez nous parler forcément de ce qui a été fait chez vous, chez McDonald's. Donc effectivement, il faut d'abord qu'il y ait l'intention et la volonté de l'entreprise. Alors pourquoi, quel est l'intérêt pour votre entreprise d'avoir mis ça en place? Alors, l'intérêt en fait pour l'entreprise, nous on l'a identifié en fait assez rapidement. La VAE, on l'a dit tout au long de cette soirée, a maintenant 20 ans, et on est vraiment rentré dans le dispositif. Nous en 2003-2004 en fait, on a choisi en fait de s'y intéresser parce qu'on a vu vraiment l'opportunité de mettre en avant en fait l'expérience, notamment de nos directeurs de restaurants à l'époque, de mettre en avant nos métiers en fait, de développer l'employabilité de ces salariés. Au travers, en l'occurrence, d'un Bac+3. Voilà. Et pourquoi le collectif? Parce que, comme l'a dit Norbert Jaouen, il y avait vraiment l'effet de groupe. On identifiait aussi le fait, en les mettant tous ensemble, de créer en fait une émulation du partage d'expérience aussi, de favoriser la prise de recul dans toute la démarche d'accompagnement. Et puis, on avait aussi quelque part en tête le fait de se dire, en étant accompagnés tous ensemble, en fait, en s'entraidant, on va aussi maximiser les chances d'obtention des titres et des diplômes. En fait. La gestion, notamment par rapport au phénomène que peut-être le personnel va partir ensemble. Comment vous avez arrangé tout ça? Exactement, c'est ça, oui, effectivement. On avait des phases collectives et des phases individuelles. Et lors des phases collectives, des échanges sur les pratiques de chacun, donc qui ont pu les enrichir les uns les autres. Voilà. Vraiment une expérience extrêmement intéressante qui a été déclinée sur les différents postes de l'entreprise. Alors, vous avez donc commencé, vous m'avez dit, par plutôt des gens qui étaient plutôt des managers, on va dire, des chefs d'entreprise quasiment. Et ensuite, donc, vous avez pu concerner les personnes moins qualifiées. Exactement, en fait. Parce que sur quel type de formation aussi? Alors, sur en fait différents types de formations selon le niveau des différents salariés au cœur de l'entreprise. McDonald's est connu comme étant une entreprise apprenante. On est vraiment connu et reconnu pour notre formation interne depuis des années. Et l'objectif, c'était de pouvoir mettre en fait un titre ou un diplôme en face de chacun des postes de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé. Pour les équipiers, on s'est orienté vers un CAP. Pour les managers, plutôt sur un BTS. Et puis, pour les directeurs, sur un Bac+3. Voilà, vraiment on cascadait sur chacun des niveaux de l'entreprise. Quel était l'impact finalement dans la dynamique peut-être de gérer les ressources humaines? Donc, j'imagine que ça doit avoir un impact. Oui, tout à fait. C'était bien ça qu'on cherchait, un impact positif, à la fois en fait dans le maintien en emploi, dans l'engagement des salariés, bien sûr dans l'attachement des salariés à l'enseigne, et puis dans la prise de recul qu'ils pouvaient avoir aussi par rapport à leur fonction, par rapport à leur mission quotidienne en fait. C'était une prise de recul sur la façon de fonctionner, des échanges avec les collègues, et en fait ils se nourrissaient les uns les autres au travers de cette démarche. Donc plutôt une démarche extrêmement positive, bien sûr en développant leur employabilité. C'était aussi ce qu'on recherchait en fait, bien entendu. Alors Norbert Jaouen,
Est-ce que ce type d'initiative, qui est apparemment depuis un bon moment, hein, je crois, hein, chez vous, hein, vous l'avez commencé très tôt, hein, c'est quelque chose qui finalement, c'est quelque chose qu'on voit l'entreprise qui vient réellement dessus, ou ça reste encore un peu difficile à faire passer? Là où nous avons une marge de progrès à trouver, c'est toucher les PME, bien évidemment. Mais nous avons des accords cadres avec McDonald's, avec Auchan, avec Boulanger, avec Casino, avec le ministère des Armées, et j'en oublie certainement. Donc là, effectivement, quand il y a une volonté RH forte, effectivement, pour mobiliser les candidats salariés et aussi l'encadrement, parce qu'il faut, même si la VAE, on peut obtenir un BTS en faisant un travail sur 80 heures de temps personnel, un BTS en formation, c'est 2 ans à temps complet. Donc, on voit le challenge, effectivement, pour le salarié, le demandeur d'emploi et l'entreprise. Et donc, quand ça c'est bien compris, quand toutes les fausses craintes ont été écartées, effectivement, on voit que ça porte des résultats. Et ça montre effectivement la capacité aussi, pour nous certificateurs, de négocier un accord de partenariat au niveau national et de développer sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on sait si c'est finalement, on a des meilleurs résultats? On a des chiffres là-dessus ou pas? On n'a pas de données chiffrées, mais on sait en tout cas que quand le dispositif est bien challengé avec l'entreprise et nous, certificateurs, et avec des réunions d'information dans les régions, avec les managers de proximité, si on est d'accord et si les salariés qui s'engagent ont compris l'enjeu et les conditions dans lesquelles ils vont le faire, ça marche avec de très bons résultats. Bien. Mais merci. On va faire rapide, hein, parce qu'on a débordé sur la table numéro 2, bien sûr. Et nous allons donc procéder à la dernière remise qui va d'ailleurs clôturer, hein, cette cérémonie de ce soir. Alors, alors, par contre, il nous faut les personnes qui remettent d'abord, les remettants. Alors, voilà, prenez place. On va peut-être demander à la précédente table ronde de venir également. Voilà. Allez, on attaque tout de suite. Thierry Sainton. Bonsoir, monsieur. J'ai fait un diplôme universitaire de formateur d'adultes à l'université Jean Jaurès. Lydie Lasla. Félicitations. Peut-être que vous pouvez nous indiquer ce qu'elle a. J'ai obtenu une licence professionnelle des métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle. Audrey Paramel. Bien. Félicitations. Bravo à vous et pour quel diplôme? Alors, c'est un master innovation pharmacologique et métier du médicament. Fabien Lebailly. Bonsoir, monsieur. Voilà. Alors moi, j'ai obtenu un master en développement informatique. Nathalie Bourrelli. Bonjour, félicitations. Quel diplôme avez-vous obtenu? Alors, moi, j'en ai fait 2. J'ai fait d'abord un diplôme d'état d'éducateur spécialisé et l'année d'après, j'ai fait un CAF et RUIS. Et ça m'a tellement plu que j'ai passé une certification professionnelle pour être accompagnant VAE, ce que je suis maintenant. Jessica Urbanet. Félicitations. Bravo à vous. Et pour quel diplôme? Pour le BTS assistante de gestion PME-PMI. Voilà, et puis, celui qui clôture cette remise, donc Jean-Louis Van Messen, c'est beaucoup plus pratique, c'est écrit. Hein. Bonsoir, monsieur. Quel diplôme avez-vous obtenu? Licence professionnelle de maintenance aéronautique. Alors, partez pas, hein, on va poser 2-3 questions. Alors, vous avez obtenu cette licence, ça vous a été utile? Pourquoi? Je crois que concrètement, c'était très utile pour vous. Hein.
Pour moi, ça a été très utile puisque je postulais depuis quelques années pour un célèbre constructeur aéronautique local, notamment sur avions militaires, parce que je suis issu de l'armée de l'air. Et j'ai réussi donc à convaincre les ressources humaines que, n'ayant pas de diplôme, je pouvais postuler. Et donc, en fait, j'ai été sélectionné donc, dans les finalistes. Et à la dernière question qui a été, voilà, le poste est très exigeant, il vous faudra 1 an et demi pour vous former. Est-ce que vous avez l'habitude de vous former? Et là, j'ai dit, bah, écoutez, je suis sur une démarche de VAE, donc je travaille dessus depuis 1 an. Et donc, depuis le 13 juin, je suis ingénieur opération aérienne chez Airbus Defence and Space. Pour justement acquérir et faire présenter cette VAE, c'était compliqué pour vous? Vous partiez de loin? Vous aviez déjà un bon bagage? Alors, le bagage technique, en fait, je l'avais. Maintenant, se poser la question de comment faire la démarche. Alors, j'avais déjà des collègues qui avaient intégré Airbus qui m'avaient conseillé et j'avais l'amicale pression de mon épouse ici présente qui me disait « vas-y, fais-le, vas-y, fais-le ». Je l'ai enfin écouté. C'est important, hein, la présence des proches. Oui, c'est important. Donc, j'ai pu lancer cette démarche et en fait, c'était très simple puisque j'ai été conseillé par Monsieur Coste de l'IUT de Blagnac, Madame Bas de l'Université Jean Jaurès ici présente, qui a été extrêmement bienveillante et qui m'a conseillé du début jusqu'à la fin. Les premiers conseils datés en visioconférence de début 2021. J'ai entamé ma VAE avec accompagnement en septembre donc 2021 et là, j'ai eu le jury le 30 mai. Parfait. Bravo. Bravo. Merci. Alors, petite photo, hein, comme maintenant on a un peu l'habitude, hein, finalement, on a réussi à mettre tout le monde. Hein. Voilà, on les applaudit bien fort. En attendant que les personnes s'installent et de vous passer la parole, je voulais encore vous féliciter à toutes et à tous parce qu'on a le résultat avec vos diplômes ou titres professionnels. On sait le travail qu'il y a derrière et donc bravo encore et maintenant bonne continuation dans votre vie professionnelle. Merci. Alors, Bruno Béringuel, donc avec Darachoir. Alors, vous êtes représentant du CARIF OREF. Il faut que Darachoir, elle reste par là. Elle a un petit micro aussi, hein, un micro. On en a 2 même. Voilà. Donc, je vais lui donner, oui, bon, faire comme ça. Voilà, le petit mot de la fin donc du CARIF OREF. Oui. Bon, je vais faire un mode TGV Express puisque c'est consacré aujourd'hui, il faut aller très vite. On est un petit peu en retard, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je voulais juste vous faire le générique, mais du coup rapidement de ce colloque qui prend place au sein d'une semaine de la VAE pour qu'on puisse promouvoir ce sujet, ce dispositif qui ne demande pas forcément de la formation, mais de l'expérience pour acquérir un diplôme. Donc, c'est Dara Chouard, ici présente, qui a coordonné l'organisation, mais qui n'était pas toute seule, donc il faut la remercier, si vous voulez bien. Et mais elle n'était pas toute seule, donc à l'image des plateaux différents qu'il y a eu jusqu'à là, les certificateurs, les accompagnateurs, les espaces conseils, et les intervenants, évidemment les lauréats que nous remercions beaucoup, et j'allais presque oublier les financeurs sans qui nous ne pourrions pas être là, au premier rang desquels nous nous retrouvons la direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail, des solidarités et la région qui nous accueille aujourd'hui dans cette assemblée régionale et qui vous propose, et je vais en finir là, un cocktail juste après la cérémonie et je n'irai pas plus loin pour ne pas vous prendre plus de temps. Merci.